ça c'est fait. Normalement, vous avez été prévenu. Oui. Et puis, je t'autorise. Normalement, tu devrais avoir le droit de partager. Tu as le petit bouton qui s'est allumé Ah, de partage d'écran. non. La réunion enregistrée, ça, ok. C'est en bas de l'écran, tu as une petite flèche verte partagée. Il faut que Ah ouais, tu ça y est. Ouais, c'est cliques bon, sur j'ai l'image. trouvé. Oui. C'est bon? Yes. Donc là, on devrait plus être limité par le temps. Super. On est tous revenus, hein, je crois, hein, parce que Oui, c'est ça. je suis pas arrivé à enlever la salle d'attente. Donc je verrai bien. On était 8 tout à l'heure, donc Ah il non, il manque Et manque il manque Véronique. quelques Véronique. personnes. Il manque Véronique. Il manque Véro. Je vais peut-être lui envoyer le Et mail. Euh, Claudie, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. alors, je vais essayer de lui envoyer. Elle dit qu'elle ne s'est pas copié le lien WhatsApp par mail pour revenir Eh sur ben l'ordi. voilà. C'est vrai que c'est Et pas voilà. pratique avec le WhatsApp, hein. Je lui envoie. Je lui dis si tu veux que tu as envoyé un mail. Ouais, sauf que j'ai pas son adresse mail. Ah si, Véronique Marchal sur Wanadoo. C'est parti. De manière générale, c'est plus pratique quand on est sur un PC d'avoir directement un mail, ouais. Ouais, bah moi je suis passé par WhatsApp Web. Ah Où, ouais. en fait, tu peux avoir une copie de ton application WhatsApp sur ton écran d'ordi. Ah, ok. Elle, est-ce qu'elle arrive? Moi, elle m'avait dit qu'elle écouterait l'enregistrement, hein. Donc, je sais pas, c'est peut-être déconnecté là du coup, hein. Ah oui, elle a peut-être lâché l'affaire. Ouais, ok. Elle m'a mis, je ne sais pas copier le lien WhatsApp pour revenir sur l'ordi, sur lequel je n'ai pas WhatsApp, donc j'écouterai l'enregistrement. Voilà. Elle a Ok. dû, voilà. Bon, alors on y va. Donc, on reprend les objectifs de la méditation. On a vu la gestion du stress et des émotions avec les travaux de Ron Kabat-Zinn. Une voie vers la connaissance de soi, qui est déjà très ancienne, bien sûr. On n'a pas mis la mode au pays. Et maintenant, on va parler d'un rapport au sacré ou à l'universel, puisque dans de nombreuses traditions spirituelles, eh bien, méditer, c'est une tentative de transcender l'ego, pardon, pour se connecter à une dimension supérieure. Alors, quel que soit le nom que l'on donne à cette dimension supérieure, ça peut être Dieu, ça peut être l'absolu, ça peut être le Tao, ça peut être l'universel, le divin, peu importe. Donc, c'est aussi un outil ici pour être dans cette dimension spirituelle. Les défis et implications de la méditation. Alors, bien que les bienfaits soient largement vantés, méditer n'est pas sans défi ni implication parce que il y a des difficultés dans la pratique. Il y a des difficultés à pratiquer. Beaucoup de personnes abandonnent d'ailleurs la méditation parce qu'elles rencontrent des obstacles, par exemple l'agitation mentale, et elles trouvent ça insupportable de rester dans cet état qu'elles n'arrivent pas à maîtriser. Elles prennent conscience de cette agitation mentale, de cette impatience, et, euh, et elles arrêtent. Alors que ça fait partie intégralement du processus de méditation. C'est parce qu'on est justement dans cet état d'agitation mentale que la méditation va nous apprendre à apprivoiser notre esprit sans chercher d'ailleurs un résultat immédiat. Ça, c'est important, c'est-à-dire que
On dit sans attente ni profit. Si on a des attentes, eh bien, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. La méditation, c'est aussi une remise en question des modes de vie modernes, parce que dans la vie moderne, on est toujours dans l'agitation, la course permanente, et méditer, ça implique souvent de ralentir, de renoncer aussi à une certaine sur-information, surconsommation, et à renoncer au multitâche. Donc, on est dans un processus qui nous conduit véritablement à avoir un rapport beaucoup plus critique au temps et à nos modes de vie modernes et à mettre des priorités. Donc ça fait un bouleversement que des personnes ne sont pas prêtes à accepter. Euh, L'autre défi, c'est le risque de l'instrumentalisation. C'est-à-dire que la méditation, aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé par les entreprises, mais soi-disant dans un but, entre guillemets, de bien-être, mais en fait, c'est toujours en rapport avec la production, etc., et la performance. Et on se détache, par conséquent, de la profondeur spirituelle et philosophique que peut avoir la méditation. Alors, on va s'intéresser maintenant à rentrer un petit peu plus sur ce qu'on va appeler la maîtrise de l'esprit, la pratique du Dao-Yin mental. Dao-Yin, c'est quelque chose, c'est un terme que vous connaissez puisque ça désigne les pratiques de Qigong, bien sûr. Euh, et lorsqu'on pratique ces Dao-Yin, on est sur un travail du corps. Mais il y a aussi le travail de l'esprit. C'est un peu cette dimension-là que l'on va un peu isoler par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent dans nos pratiques corporelles. Alors, un ancien proverbe taoïste affirme que l'esprit, le Shen, est plus puissant que le Qi, le souffle, qui lui-même est plus puissant que le corps, le Qing. Et on cherche donc toujours à aligner ces trois dimensions, Jing, Qi, Shen. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs lorsqu'on travaille en Qigong. On essaye d'aligner le corps, le souffle et l'esprit. Et on peut résumer ça par une phrase que vous connaissez sans doute. Le Jing crée le Qi et le Qi crée le Shen. C'est-à-dire qu'il y a cette élévation un petit peu vers de l'énergie, vers ce qui est de plus en plus subtil. Qu'est-ce que le mental? Alors, le mental, il ne se limite pas, comme on le pensait autrefois, aux fonctions cérébrales. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a différents organes qui ont des qualités et une physiologie semblable à celle du cerveau. On a par exemple retrouvé, bien sûr, des neurones dans le cœur, mais aussi dans l'intestin, dans les intestins. Et ces centres agissent véritablement comme des mini-cerveaux. Et certains chercheurs euh, en sont venus à conclure que le mental, finalement, est composé de fonctions subtiles euh, qui sont en interaction dans tout le corps. Donc, ce n'est pas uniquement le cerveau et la pensée. Donc, le mental n'est pas un produit à proprement parler du cerveau, mais il va mettre en œuvre dans le corps toute une partie énergétique et spirituelle qui est en lien avec le corps physique et qui va interagir avec le corps physique et qui va permettre cette expression du mental. Le mental, on peut le définir comme la substance mentale qui guide notre corps physique et qui est composée et connectée à toutes les autres formes de substance mentale. Donc en fait, c'est comme un océan énergétique à partir duquel toutes les choses sont formées et vont pouvoir exister. Que ce soit dans la matière physique brute ou dans des matières beaucoup plus subtiles, dans les substances spirituelles par exemple, qui sont elles beaucoup plus raffinées.
On distingue trois processus mentaux. Ces trois processus vont s'exprimer au niveau physique, au niveau énergétique et au niveau spirituel. Alors, le premier, c'est la conscience ou le mental physique. Cet aspect du mental fait qu'on est conscient du monde extérieur. On perçoit la réalité à travers nos sens, nos cinq sens. Donc, on est en interaction et on va filtrer ce que l'on perçoit au travers de nos habitudes. Donc, de tout ce que nous avons acquis depuis que nous sommes nés dans un certain milieu, à une certaine époque, etc. Et la conscience va prendre des décisions qui vont être basées un petit peu sur nos objectifs personnels. Ça, c'est notre fonctionnement qui est dirigé par notre mental physique, que l'on va appeler conscience ou mental physique. Deuxième niveau, le subconscient ou mental énergétique. Alors, les mots ici sont un peu différents de ce que l'on pourrait utiliser en psychologie, par exemple, bien qu'ils se recoupent, mais il y a quand même une idée qui est quand même différente. Donc, attention à ne pas faire des raccourcis parfois avec les termes. Donc, cet aspect du mental enregistre et stocke les interprétations que l'on va faire de la réalité. Et le subconscient énergétique, il a une part de responsabilité dans la façon dont nous pensons, dont nous disons, dont nous imaginons euh, et dont nous réagissons à tout ce qui nous entoure, et notamment aux comportements et émotions qui vont résulter des expériences que l'on va avoir. Donc c'est davantage lié ici aux émotions. Mais ce subconscient ou mental énergétique, il est aussi chargé du fonctionnement automatique des mécanismes de la vie, c'est-à-dire nourriture, croissance, respiration, digestion ou rythme cardiaque, par exemple, donc tout ce qui est automatisé. Et en fait, cette partie-là ne s'arrête jamais, fonctionne tout le temps, elle ne s'endort pas, elle est toujours au travail. Et elle est sans cesse en train de réparer, de remplacer, de transformer. Et en fait, c'est un champ énergétique qui vraiment inonde tout le corps et qui va travailler sur l'intégralité du corps. Et très souvent, l'individu qui va opérer à ce niveau énergétique, au niveau du mental énergétique, il va pouvoir ressentir des choses qui sont de plus en plus fines, de plus en plus euh, connecté, on va dire, parce qu'on est dans le domaine là davantage des émotions, des choses qui sont de l'ordre des sentiments, des émotions, et pas juste euh, de l'interprétation que l'on va faire, par exemple, d'un son que l'on va entendre ou de ce que l'on va voir. Donc on est dans quelque chose de plus subtil. Et enfin, la supraconscience ou mental spirituel. Alors, cet aspect du mental euh, nous fait agir comme la personne que nous croyons être. C'est-à-dire que c'est la supraconscience, c'est elle qui va résoudre les problèmes, qui va permettre d'avoir un guide, d'avoir une énergie qui va nous faire échouer ou nous faire réussir ou nous faire tomber malade ou nous soigner, etc. C'est vraiment quelque chose qui est là, on est dans l'ordre des énergies beaucoup plus subtiles et on pourrait dire par exemple que c'est un noyau énergétique de notre esprit inné ou ce qu'on pourrait appeler la conscience de l'âme. Voilà, on pourrait parler d'âme pour donner une ordre d'idée de ce que peut être cette supraconscience. Alors, lorsqu'on travaille à ce niveau-là de la supraconscience, on va
On va aller vers ce que l'on appelle, si vous voulez, l'illumination, l'éveil spirituel. Voilà, on est sur quelque chose où on va travailler sur des choses qui sont très profondes et qui peuvent être connectées avec des vies passées, par exemple, ou des vies futures. Donc, on est sur des dimensions qui sont vraiment extrêmement connectées à la fois à la connaissance universelle, mais aussi à la connaissance de soi de façon profonde. On distingue trois types de mental avec, ça c'est l'enseignement des anciens taoïstes. Alors j'ai trouvé intéressant cette vision-là. C'est pour ça que je vous la propose. Euh, En fait, les anciens taoïstes chinois enseignaient que euh, l'existence des fonctions mentales sur trois niveaux différents euh, va demander un entraînement spécifique par rapport à ces trois niveaux. Et dans la Chine ancienne, il y avait trois paliers de pratique. Et je trouve ça assez intéressant de comprendre cet aspect-là. Donc, bien sûr, le premier niveau, ça va être d'entraîner l'aspect physique du mental. Alors, entraîner l'aspect physique du mental, on peut faire un entraînement qui va être basé sur des stimulations sensorielles, sur les pensées, c'est-à-dire on est dans l'ordre de l'acquisition, de la connaissance pure, du stockage de données, de compréhension. Et à ce moment-là, on place davantage l'attention sur le raisonnement cognitif et sur l'acquisition de données. Deuxième niveau, on va travailler sur l'aspect énergétique du mental. Et là, on travaille davantage sur le renforcement des perceptions psychiques. Je dirais que c'est un état qui va se, enfin, un travail qui va se faire sans que l'on dise, bon là, je suis première étape, je travaille première étape, je travaille deuxième étape, etc. C'est quelque chose qui va se faire assez naturellement lorsque on va travailler régulièrement et dans la profondeur, lorsqu'on va être vraiment dans un entraînement intensif. C'est un peu, si vous voulez, comme si on courait un marathon. Euh, on ne va pas venir direct pour faire le marathon. On va se préparer très longtemps en amont, progressivement, et naturellement, un jour, on va réussir à courir la distance qui correspond au marathon. Ben là, c'est un peu pareil, sauf que ce travail va mettre en œuvre, dans un premier temps, le processus d'acquisition des connaissances, dans un deuxième temps, le processus de développement psychique euh, avec par exemple, des perceptions, des pensées, des intuitions, des images qui peuvent venir et qui peuvent apporter des informations. Ouais, Parce que Françoise, l'idée, c'est ça. Oui, et du coup, c'est peut-être là où ça commence à décrocher, j'allais dire, pour le pratiquant, parce que c'est quelque chose on peut pas être prévenu à l'avance de ce qu'on va ressentir. C'est-à-dire tout à que fait. autant quand on travaille le corps, bah, tu sais qu'à un moment tu vas soulever 30 kilos ou 40 kilos à force de travailler. Autant là, en fait, on ne sait pas. Faut arriver à être suffisamment à l'écoute pour détecter quelque chose de nouveau qui est super subtil. Ouais. Mais c'est pour ça que je disais, en fait, ça se fait à force d'entraînement régulier, mais sans que l'on ait à forcer quelque chose, parce qu'on ne Ouais, peut pas forcer. C'est-à-dire, on ne va pas dire, allez, aujourd'hui, je développe mes visualisations, etc. Ça ne marche pas comme ça. c'est là où il faut être Mais sans attente. c'est là où il faut être sans attente. Ouais, c'est D'accord. ça. C'est-à-dire qu'il y a ce développement, ce travail énergétique de fond qui va se faire et qui va permettre de se connecter à ça. Et puis, le troisième niveau, c'est le travail de l'aspect spirituel du mental, où là, on va travailler complètement l'abandon des pensées, l'abandon des sensations, des images, des perceptions, finalement, on se déconnecte de tout ça pour rentrer dans ce qu'on appelle le Wuji. C'est l'expérience ultime que les bouddhistes appellent l'expérience de la dissolution.
Et là, on arrive à un développement spirituel qui est extrêmement élevé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce travail-là, ça se fait sur un entraînement très long et régulier et extrêmement important. C'est-à-dire que, et peut-être qu'on n'y arrivera jamais, parce que l'expérience de la dissolution, c'est l'illumination à laquelle est arrivé le Bouddha. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à faire ça, donc qui n'iront pas jusque-là. Mais je pense que tous, on peut travailler sur les deux premiers aspects et assez naturellement venir à avoir des sensations et des perceptions de plus en plus fines. Après, c'est une autre dimension qui est possible. Alors, les divisions du mental. Donc, on va apporter quelques éléments ici par rapport à des choses que vous avez vues déjà avec Thierry Julien. Bon, je vous précise que je vous donnerai hein, l'intégralité de ce que je vous raconte sur PDF. Hein, donc, vous aurez toutes les informations. Et à la fin, justement, j'ai prévu un petit récapitulatif un peu de ces notions-là. Je ne sais pas exactement ce que vous avez vu, donc je ne vais pas m'y attarder non plus trop longtemps parce que le temps passe vite. Mais il faut quand même avoir quelques éléments, quelques connaissances, même succinctes, mais pour un petit peu mettre des choses un peu plus précises. Les divisions du mental, donc, et pourquoi il ne veut plus. C'est pas de ma faute, hein. Ouais. Ah. Donc, les divisions du mental. Alors, il m'a sauté directement. Pourquoi il va partir là? Voilà, les divisions du mental. Oui, j'en étais là. Hein. Oui, Donc, le niveau le plus superficiel du mental. Le niveau le plus superficiel du mental, il existe dans ce qu'on appelle la volonté, Dze, c'est-à-dire ZHI, ce qu'on appelle le Dze, qui est lié à l'énergie des reins. Et il est lié aussi à l'intention, le Yi, Y-I. Le Yi, c'est relié à l'énergie de la rate. Il représente, donc ce niveau le plus superficiel, représente les fonctions mentales utilisées au quotidien, à savoir la pensée cognitive. C'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait vouloir quelque chose, bouger, etc. Donc ça, c'est le niveau le plus superficiel du mental. Bon, juste une petite aparté, c'est que la philosophie chinoise, elle différencie d'une part la pensée. La pensée, c'est tout ce qui est rattaché à la rationalité, c'est l'intellect, c'est la mémoire, etc. Et pour les Chinois, la pensée, elle siège dans le cerveau. Donc elle est reliée au rein, puisque le cerveau est relié au rein. C'est la mère des moelles. Les moelles sont reliées au rein. Et l'esprit, donc relié au Tzu, hein, et l'esprit, lui, qui est tout ce qui est sentiment, émotion, perception, création, etc., lui, il siège dans le cœur. Donc on a quand on parle de l'esprit, on renvoie plus au cœur. Quand on parle de la pensée, c'est davantage lié au cerveau. Donc le Tzu, c'est le corps pensant, c'est la volonté, c'est la détermination, donc en lien avec les reins. Et le Yi, c'est l'esprit pensant, c'est l'intention consciente, c'est l'aspect rationnel, intellectuel de l'esprit qui est davantage en relation avec la rate. Ensuite, il y a un niveau intermédiaire du mental. Ce niveau intermédiaire du mental, il existe dans les influences émotionnelles et spirituelles des sept âmes corporelles que l'on appelle le Po, et dans les trois âmes éthérées que l'on appelle les Run. Vous avez vu ça normalement avec Thierry Julien. Le Po et le Run. Ce niveau intermédiaire représente les aspects actifs
en mouvement du mental et il représente tout ce qui est de l'ordre des instincts. Donc ce sont les mouvements corporels, les réflexes et les instincts qui sont régis par ce niveau intermédiaire. Et puis, troisième niveau, c'est le niveau le plus profond du mental. Lui, il existe aux fondements prénataux du yin des reins et du chêne du cœur. Donc, on va reparler de ça avec l'esprit prénatal et postnatal. Alors, dans la Chine antique, le chêne était, S-H-E-N, était divisé en deux composantes. L'esprit prénatal, que l'on appelle le Yuan Shen, Y-U-A-N-S-H-E-N, j'aurais dû vous l'écrire, je ne l'ai pas fait. C'est l'esprit inné intuitif ou esprit originel, mais normalement, ça, vous l'avez déjà vu avec Thierry Julien. Dites-moi si je me trompe. Non? Ça vous dit quelque chose? On l'a aussi Non. vu avec Thierry, ton Thierry. Il nous Parfait. avait Donc, présenté tout ça, ouais. ok. Et puis l'esprit postnatal, le Shenzi, ou esprit analytique ou encore esprit conscient. Alors les deux interagissent, les interactions du Yuan Shen et du Shenzi. Le Yuan Shen, qui est l'esprit originel, et le Shenzi, l'esprit conscient, sont interdépendants, ils interagissent entre eux. Et le problème, c'est que si l'esprit conscient est bavard, actif, euh, s'il ressemble à ce qu'on appelle la pensée du singe, et toujours en ébullition, eh bien, il est très difficile pour l'esprit originel de pouvoir communiquer ces informations intuitives. Donc, il y a une barrière qui se fait par l'esprit agité, si vous voulez. Et donc, la régulation du mental est absolument importante et indispensable pour amener une harmonie entre ces deux aspects et faire en sorte que euh, les aspects analytiques euh, du Chenzi et les aspects intuitifs du Yuan Shen puissent s'exprimer tous les deux sans que l'un empêche à l'autre de s'exprimer. Les pensées et les émotions, dans la MTC, les champs énergétiques et spirituels du cerveau et du cœur interagissent entre eux. Ils sont interdépendants et le cerveau est considéré comme le siège des fonctions mentales. Alors, c'est la médecine chinoise traditionnelle qui le conçoit, mais c'est absolument curieux de voir, par exemple, moi j'ai eu un verre, et à l'issue de cette opération, eh bien, son esprit n'était plus placé. Il était ailleurs. Il y avait quelque chose qui s'était passé et qui était lié à l'opération, et c'était son esprit qui en avait subi les conséquences. Le cœur allait très bien, le cœur avait été réparé, mais par contre, l'esprit, lui, il avait été vraiment perturbé. Alors, vraiment, c'est un éclairage concret, si vous voulez, de cette conception chinoise et de la place de l'esprit dans le cœur et de l'interaction avec les fonctions mentales. Donc, le chêne du cœur, il est chargé des ressentis et du contrôle des activités mentales et émotionnelles du corps. Et donc, lorsque le cœur a des dysfonctionnements, eh bien, naturellement, l'activité mentale du cerveau et l'activité émotionnelle du cœur sont désorganisées. Voilà. Qu'est-ce qui agit aussi au niveau de cet esprit prénatal et postnatal? Eh bien, après cette présentation, on va voir les pensées bienveillantes et malveillantes. Ça aussi, c'est quelque chose que vous allez pouvoir euh, comprendre au travers de choses simples qui nous touchent quotidiennement et qui viennent à perturber notre fonctionnement émotionnel. Alors, les émotions bienveillantes et activités intellectuelles. En fait, l'activité de la pensée émotionnelle bienveillante peut se diviser en influence externe et en influence interne. Alors, les activités intérieures de la pensée bienveillante,
elles naissent de l'influence du run sur le subconscient. Parce que c'est là où on a toutes les, euh, on va dire, les entités positives, finalement. Et donc, ces schémas intellectuels positifs vont venir renforcer l'estime de soi et favoriser les actions et les pensées, notamment remplies de compassion et de bienveillance. Donc, on a quelque chose ici qui va venir renforcer et soutenir l'estime de soi. Les activités extérieures, elles comprennent les félicitations, les encouragements qui sont reçus de la part des autres et que l'on accepte de croire. Et elles aussi, elles vont venir renforcer l'estime de soi et l'ouverture, en fait. Donc, ces émotions bienveillantes sont très positives pour la personne. À côté de ça, il y a des émotions malveillantes. Alors, ces émotions malveillantes, souvent, elles répondent à des structures de croyances nuisibles. On va croire quelque chose et ça va entraîner des schémas de pensée désagréables, ça va entraîner de la nervosité, ça va entraîner du stress et ça va aussi pouvoir provoquer des dérèglements internes. On dit que toutes ces émotions, ce sont des vibrations. Ces vibrations, c'est de l'énergétique, c'est du chi, si vous voulez, qui circule dans le corps, mais qui va, par ces dérèglements, provoquer des amas énergétiques, des blocages énergétiques qui vont pouvoir entraîner des perturbations et des maladies. Alors, ça peut être des pensées qui naissent dans le subconscient et qui tendent à détruire l'amour-propre. Ça peut être des obsessions, des découragements, des pensées qui ne sont pas productives. Ça peut être aussi des croyances ou des critiques qui vont être intériorisées par la personne. C'est les remarques que l'on peut avoir, les catalogues dans lesquels on va être enregistré dès qu'on est petit, hein, par les parents, par la famille, par les amis, par l'extérieur, par les collègues de travail lorsqu'on est plus grand. Tout ça, ça va engendrer des formes de pensée qui sont des découragements, qui vont détruire l'amour-propre et qui donc sont extrêmement nocives. Donc, les amas énergétiques et les activités de la pensée. Ces pensées, qu'elles soient bienveillantes ou malveillantes, sont composées en fait de structures de croyances internes qui modèlent l'énergie. Alors, si elles sont bienveillantes, eh bien, elles vont plutôt favoriser la circulation de l'énergie, mais si elles sont malveillantes, elles vont bloquer des ancrages, des traumas, des amas énergétiques qui vont pouvoir provoquer des maladies. Alors, pour les désamorcer, on peut utiliser des mantras, on peut utiliser la méditation, qui va consister à capturer ces pensées et puis à les rejeter à l'extérieur du corps. Ça peut aussi neutraliser la pensée. Par exemple, lorsque ces pensées arrivent, c'est dire non. Si au contraire dire oui, s'il y a une pensée bienveillante qui arrive et puis que on a tendance à la rejeter, c'est l'accepter, c'est dire oui. Donc, par des actions, on peut agir sur la façon, si vous voulez, dont on va percevoir et recevoir ces différentes émotions, bienveillantes ou malveillantes, et qui peuvent avoir un impact important sur notre corps. Alors, quand on a pratiqué Neiyang Gong, par exemple, on pourrait le faire avec ça. Par exemple, si on voulait nettoyer une pensée malveillante qui nous pose problème, on pourrait la visualiser sous la forme, par exemple, de fumée noire. Et dans le travail de Qigong, pouvoir évacuer cette fumée noire par toutes les parties du corps,
ça pourrait être le nuage. Enfin, voilà. On peut utiliser, vous voyez, différents outils pour pouvoir travailler là-dessus. Le but est bien de transformer le mental. Alors, transformer le mental, ça va être changer notre façon interne de percevoir les informations. On ne va pas changer le monde extérieur. Ça, c'est certain. Mais par contre, on va pouvoir changer notre façon de le percevoir. Et on va pouvoir commencer à se détacher progressivement aussi de son ego. Alors ça, c'est important parce que très souvent, on s'identifie totalement à nos émotions, on s'identifie totalement à ce que l'on nous dit. Donc, voire on se définit par rapport à ça. Donc, lorsque on se détache de son ego, eh bien, en fait, on va pouvoir laisser apparaître sa véritable personnalité qui est beaucoup plus ample, qui est beaucoup plus vaste et qui est beaucoup plus simple. Alors, on va commencer par, pour transformer ce mental, accepter ce que l'on est, comme on est, c'est-à-dire accepter que l'on soit responsable de nos pensées et de nos actions, et même celles qui sont du côté obscur, avant de pouvoir envisager une transformation durable, avant que cette transformation durable ne puisse apparaître. Donc là, c'est un véritable travail que l'on va mettre en place. Et tout d'abord, on va le mettre en place par la pratique. Importance de la pratique. Lorsque on veut travailler en Qigong, par exemple, sur les Daoyin dynamiques, l'activité mentale va devoir être adaptée à la posture, aux gestes d'élévation, d'ouverture, etc. On va guider le Qi grâce, par exemple, au regard, à la concentration sur une partie du corps, etc. Et on va rechercher ce que l'on appelle l'harmonie entre le corps, le souffle et l'esprit. Eh bien, lorsque on va pratiquer les exercices de Shen Gong ou travailler sur la méditation, on va faire de même pour pouvoir travailler ce Daoyin mental. Il va falloir en fait accéder à un niveau vibratoire plus élevé. C'est dans ce travail-là que on va pouvoir mettre en place toutes les facultés d'observation, d'attention, de concentration, de contemplation qui vont nous permettre de travailler le mental. Il y a une règle, mais je pense que vous la connaissez, c'est que lorsque le mental est bruyant, lorsqu'il est bavard, lorsqu'il est distrait par les sensations physiques, eh bien, le pouvoir intérieur est plus diffus. On ne va pas pouvoir justement faire ce travail de présence à soi, de concentration, de contemplation, qui vont permettre de travailler le Shen. On dit que la relation au divin ne peut s'établir que dans le silence le plus profond. Si l'état de calme n'est pas là, le travail ne peut pas se faire. Deuxième point important, il faut être dans l'instant présent. Alors, être dans l'instant présent, c'est se sentir dans l'ici et maintenant. Le passé n'existe plus, donc on n'a pas à s'en occuper. Le futur n'existe pas encore, seul le présent existe. Donc, c'est vraiment être dans l'ici et maintenant et être dans ce qu'on appelle un présent du coup qui est éternel, qui n'a jamais de fin. Le présent, c'est ce qui n'a jamais de fin. Et c'est lui qui va nous permettre d'accéder à la concentration mentale, contemplation, visualisation, etc. Être dans un état de calme immobilité. Alors les mots sont importants. Quand l'immobilité atteint son paroxysme, eh bien, elle produit du mouvement. C'est la théorie du yin-yang. Du coup, lorsqu'on va calmer, par exemple, le corps, on va produire du mouvement à l'intérieur.
Et donc, c'est là où il y a des choses qui vont pouvoir se passer. Durant la méditation, les flux interrompus de pensée, de sensations émergent souvent à des niveaux inconscients. Donc, une fois qu'on va avoir exploré toutes ces pensées, tout ce qui émerge et qui vient de l'inconscient, à ce moment-là, on va pouvoir passer à des niveaux supérieurs. Donc, mais il faut d'abord explorer tout ce niveau-là, ce niveau inconscient. Il se passe des tas de choses pendant cette méditation. Il faut laisser faire. Et ensuite, lorsque les pensées vont pouvoir s'apaiser, on va pouvoir passer à des niveaux supérieurs, beaucoup plus subtils, de superconscience. Et c'est peut-être là seulement que le travail véritablement de la méditation va pouvoir commencer. Alors, pour pallier la distraction mentale, l'emballement de l'esprit, le pratiquant doit chercher à travailler avec sa respiration et chercher à allonger cette respiration. Si on est dans une respiration qui est rapide, on va avoir un effet inverse. Lorsque le méditant fixe son attention sur un objet, par exemple, ça peut être un son, ça peut être une image, ça peut être sa respiration, c'est un outil qui va permettre au mental de se calmer, de s'apaiser. Donc, il faut l'utiliser si on en a besoin. Lorsque le pratiquant est dans un état de néant mental, c'est-à-dire il est tout mou, il est dans une espèce d'obscurité, de brouillard diffus, donc en gros il somnole, eh bien à ce moment-là, le travail de la respiration va être de se concentrer sur sa respiration et respirer plus profondément mais plus rapidement pour justement apporter un état d'éveil. Alors lorsqu'on pratique zazen, lorsqu'on sent que l'on rentre dans cet état de confusion mentale, on réclame le kyosaku. Le kyosaku, c'est une personne, un pratiquant qui est dédié à ça, dont le rôle est de venir appliquer une tape avec un bout de bois, hein, comme on va dire une batte de baseball, mais un peu plate, qui va venir appliquer un coup sec sur les épaules ici, pour pouvoir justement réveiller l'esprit et pas rentrer dans cet état de somnolence. Parce que souvent, cet état de somnolence, il apparaît confortable, on se laisse un peu bercer, mais en fait, il n'y a plus de travail de méditation. Et c'est pour ça que souvent, dans un premier temps, on peut fermer les yeux pour se concentrer, mais ensuite, il faut absolument ouvrir les yeux pour être justement dans l'ici et maintenant et pas être dans cet état de confusion mentale. Donc, garder les yeux ouverts, c'est aussi rester réveillé. Et puis, bien sûr, la posture on en reparlera, mais la posture a aussi une importance certaine. Garder le dos droit, être dans l'étirement de la colonne vertébrale pour permettre cette circulation du chi. Comment est-ce qu'on pratique la concentration mentale? Alors, pratiquer la concentration mentale, ça va être une condition essentielle pour travailler en méditation. La concentration, c'est la focalisation de l'esprit en un point, c'est la capacité de s'enraciner et de maintenir sa conscience sur une pensée, sur une chose, peu importe, mais c'est en tout cas rester concentré sur ce qu'on a choisi d'utiliser. Alors, ça permet de se libérer des perceptions sensorielles et de ne pas se laisser emporter par des perceptions sensorielles extérieures. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil? Ça peut être, par exemple, compter ses respirations. Ça peut être une façon de travailler cette concentration mentale. Comme on va assigner une tâche à l'esprit, eh bien, pendant qu'il est sur cette concentration et qu'il est concentré sur cette chose à effectuer, en fait, il ne va pas se préoccuper d'autre chose. Donc, ça permet de ralentir un petit peu l'agitation mentale. Et puis, ça peut être aussi l'attention focalisée. Donc, l'esprit va alors se placer sur un point, sur une zone du corps. Ça peut être les Laogong, ça peut être le Dantian, ça peut être le Bairui, ça peut être voilà, ça peut être aussi sur quelque chose d'extérieur, ça peut être aussi une image mentale,
Ça peut être aussi, par exemple, utiliser une bougie, la flamme d'une bougie. Pour beaucoup de personnes, c'est un outil qui leur permet de travailler la concentration. Ça peut être aussi la contemplation d'un lac, par exemple, à l'extérieur, d'un arbre, peu importe. C'est en tout cas cette euh, obligation d'être sur une concentration constante sans bouger. Donc, on peut se concentrer sur des objets intérieurs, sur des zones spécifiques du corps, sur la respiration. On peut se concentrer sur des objets extérieurs. Donc, ça peut être la bougie, un bruit, suivant le type de méditation que l'on peut faire. Ça peut être un bruit, ça peut être une vision d'un paysage, etc. Et puis, on peut faire une concentration à la fois sur des objets intérieurs et sur des objets extérieurs. Quand, où et combien de temps méditer? Quand, où et combien de temps méditer? C'est une question importante et on va essayer d'y répondre de la façon la plus simple possible. D'abord, je rappelle l'importance qu'il y a à soigner sa posture. Soigner sa posture, c'est garder essentiellement le dos droit. Donc, à partir de là, il est possible de méditer dans différentes positions. On peut méditer assis, on peut méditer en étant correctement assis, j'insiste bien. Donc, la posture là est très importante. On peut méditer debout, vous connaissez la posture de l'arbre, mais il y a d'autres positions avec les mains, hein, mais c'est méditer debout. Et on peut méditer allongé. Donc là aussi, on a fait ces différentes expériences euh, qui sont des travaux, je dirais, qu'il faut approfondir, voir ce qui convient. Par exemple, souvent, des personnes qui méditent allongées, elles disent, ah, moi, j'y arrive pas parce que je m'endors. Bon, d'autres personnes à qui ça convient très bien parce qu'elles vont pouvoir à la fois combiner le dos droit, le relâchement, puisqu'il faut être dans un état de relâchement, et la concentration. Donc après, c'est à chacun aussi d'expérimenter et de trouver ce qui lui convient. Et puis aussi, suivant les enseignants que vous fréquentez, eh bien, on vous orientera vers tel ou tel type de méditation. Alors, quand méditer? Quand méditer, alors on peut dire qu'on peut méditer quand on veut, mais il y a des périodes qui sont plus favorables. Le matin après le réveil, par exemple, la méditation permet de commencer la journée avec plus de clarté et de calme. Si on médite en journée, ça peut être une pause mentale qui permet de lutter, par exemple, contre le stress. Et le soir, la méditation permet de se détendre l'esprit et aussi de mieux dormir. Donc, en fait, on médite quand on veut, quand on le peut surtout, puisque, comme on le disait, les activités quotidiennes sont suffisamment occupantes pour laisser de moins en moins de place à ce temps-là. Bon, l'important, c'est de garder une routine, c'est de garder une routine quotidienne et de renforcer l'habitude. Alors, il faut savoir que pour modifier une habitude ou pour acquérir une nouvelle habitude, il faut une pratique d'au moins 21 jours. En deçà, on ne pourra pas modifier. Alors, quand je dis 21 jours, c'est 21 jours suivis. Ce n'est pas une fois de temps en temps. Là, on arrive à changer les choses, c'est-à-dire à faire en sorte que on va pouvoir mettre en une routine. Les routines, c'est très important, hein. Les routines, c'est ce qui nous permet de pouvoir faire les choses sans stress parce qu'on sait que c'est prévu, parce que c'est quelque chose qui va devenir familier. Et c'est dans cette familiarité qu'il va se passer aussi des choses. Où méditer? Alors, où méditer? Un endroit de calme. Voilà, ça c'est la priorité, un endroit calme, un espace où on sait qu'on ne sera pas distrait, où on ne viendra pas nous déranger. C'est dire, ben voilà, là, je m'installe, je suis indisponible, donc pas de téléphone, la porte fermée, et c'est un temps que l'on s'accorde pour pouvoir, euh, pour pouvoir vraiment travailler efficacement.
On peut mettre en place des rituels, installer un endroit agréable, apaisant, mettre, si on s'intéresse au bouddhisme, mettre une petite statuette du Bouddha, allumer une bougie, allumer de l'encens. Tout ça, c'est possible, hein. Mais il ne faut pas que ces rituels soient quelque chose qui euh, empêche la méditation en disant, ben là, j'ai pas ma statuette, j'ai pas mon encens, je peux pas méditer. Non, méditer, on n'a besoin de rien. On a besoin de s'asseoir, de se poser, allongé, assis, debout, peu importe. Méditer, c'est ça. Et on peut choisir de méditer aussi dans des endroits qui sont absolument improbables. Et c'est tous les ouvrages de Thich Nhat Hanh, qui est un moine vraiment que j'adore, et qui a écrit des ouvrages ô combien accessibles et agréables à lire, et qui dit, eh bien, méditez quand vous en avez besoin. Ça peut être chaque fois que vous vous arrêtez à un feu rouge. Et là, vous avez un déclencheur un peu, parce que des fois, on se laisse aller, on n'y pense pas. Mais là, vous arrêtez un feu rouge, méditation, c'est magnifique, c'est transformer cette attente en quelque chose d'agréable. Et du coup, ça vous permet même d'avoir un autre comportement au volant. Donc, méditer, c'est vraiment, avant tout, s'installer et méditer. Point. Voilà, c'est ça. Combien de temps méditer? Alors, lorsqu'on débute, il faut commencer par des temps courts, 5-10 minutes, mais réguliers, ce que je vous disais tout à l'heure. Si on ne le fait pas tous les jours, c'est quelque chose qui ne va pas être efficace. Il faut méditer très régulièrement. Et ça peut être des temps très courts, pas besoin d'avoir des temps longs. Et progressivement, on peut augmenter la durée des séances de façon à pouvoir approfondir ce travail-là. Des séances très courtes de 1 à 3 minutes sont aussi possibles plusieurs fois par jour. Et on s'est rendu compte qu'elles pouvaient avoir un impact très positif. Donc, j'en reviens à mon histoire du feu rouge. C'est pas forcément quelque chose qui peut se faire. Enfin, l'idée, c'est vraiment de le faire et de pouvoir le faire très rapidement. Ça peut être dans le bus, pendant que vous attendez, etc. Peu importe. À vous de trouver un peu tous ces petits trucs qui vont vous permettre de le gérer au plus près de votre vie. Parce que ce qui est important, encore une fois, c'est d'entraîner l'esprit. Alors, que se passe-t-il dans le cerveau lorsqu'on médite? Qu'est-ce que la science a pu mettre en évidence concernant les effets de la méditation? C'est ce que nous allons voir maintenant, la méditation et la science. Alors, la méditation, c'est devenu un véritable sujet d'études scientifiques. Et cela particulièrement depuis les années 2000. Alors, je me suis amusée à faire une recherche sur PubMed. PubMed, c'est une base de données en ligne qui est gérée par la National Library of Medicine des États-Unis et donc qui regroupe plus de 30 millions de références d'études scientifiques validées. Donc, on n'a vraiment que des choses qui sont validées scientifiquement. Donc, pas d'invention là-dedans. Alors, lorsqu'on tape méditation sur PubMed, on obtient plus de 10 700 résultats. Alors, je l'ai fait à quelques jours d'intervalle et vous avez le chiffre qui augmente sans arrêt. Alors, vous voyez, il y a un véritable intérêt pour la méditation, pour ses effets et des études qui sont faites aujourd'hui de façon constante. Alors, premier temps, on va évoquer rapidement la neuroplasticité, à savoir que les études montrent que la méditation peut changer la structure et la fonction du cerveau. Par exemple, la méditation en pleine conscience peut augmenter la densité de la matière grise dans des régions cérébrales qui sont liées par exemple à la mémoire, à la régulation émotionnelle, à la prise de décision. Et donc, bien sûr, derrière, il y a des effets en termes de comportement. Elle peut augmenter l'épaisseur corticale de certaines régions cérébrales. Elle peut réduire la densité de l'amygdale, qui est le centre de traitement des émotions et en particulier du stress et de la peur. Et donc, si la densité
la densité de l'amygdale est réduite, à ce moment-là, eh bien, on va avoir des réactions émotionnelles qui vont être beaucoup moins excessives. Donc, on observe une véritable euh, transformation, si vous voulez, au niveau de la plasticité du cerveau, qui est encore très largement, bien sûr, étudiée et qui est loin d'avoir, puisque le cerveau est loin d'avoir fini de nous révéler tous ses secrets. Et donc, des choses assez intéressantes apparaissent régulièrement. Deuxième effet, c'est la réduction du stress. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très connu aujourd'hui dans les hôpitaux, puisque on a mis en place des programmes de réduction du stress, ce qu'on appelle donc le MBSR, la, le mindfulness, qui peuvent être, qui permettent de. Alors, on a observé que lorsque on mettait en place ces protocoles de méditation, il y avait une diminution des niveaux de cortisol, qui est une hormone donc du stress, et donc diminution des niveaux de cortisol, et donc diminution des symptômes d'anxiété et de dépression. Et on s'est même rendu compte que euh, la méditation, alors une méditation régulière soutenue, mais pas forcément extrêmement importante, d'accord? Avec les protocoles, c'est autour de 20 minutes à demi-heure, mais un travail vraiment régulier permettait aux personnes de se passer de médicaments avec donc des effets qui pouvaient être meilleurs que ceux des médicaments parce que lorsqu'on prend les médicaments, il y a des rechutes, il y a des problèmes de sevrage, etc. Alors que là, ce n'est absolument pas le cas. Donc vraiment des effets extrêmement bénéfiques. Un système immunitaire et inflammatoire qui sont améliorés, à savoir que la méditation a des effets positifs sur le système immunitaire. Lorsqu'on observe que, entre autres, les cellules tueuses naturelles du corps sont renforcées et permettent donc d'améliorer les défenses immunitaires. On s'est rendu compte aussi que les niveaux des messagers chimiques euh, produits par les cellules du système immunitaire pour déclencher l'inflammation était moindre. Et donc, ça permet aussi de réguler l'inflammation et d'éviter notamment ce qu'on a vu pour les problèmes du Covid, par exemple, des cytokines qui ont envoyé à mort et un système inflammatoire complètement affolé. Et c'était ça, en fait, qui provoquait des problèmes chez les personnes. Des effets aussi extrêmement intéressants du point de vue de la santé mentale. Alors, tous ces domaines sont étudiés, référencés et vous pouvez lire les études qui correspondent. Alors, je ne cite pas parce que vous avez vraiment beaucoup de références à vous de choisir. Euh, donc, la santé mentale. La santé mentale, on a vu que la méditation pouvait être utilisée comme une thérapie complémentaire pour divers troubles de la santé mentale, comme la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique, les troubles de l'attention, par exemple le TDAH, qui aujourd'hui une pathologie qui se développe de plus en plus, notamment chez les enfants. Et donc, la méditation aide à améliorer l'attention, la concentration et aussi la résilience émotionnelle. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On voit toute cette dimension de la guérison au travers de ces études. Et puis, bien sûr, la méditation et le bien-être général, donc une pratique régulière et associée à un plus grand sentiment de bien-être, une meilleure qualité de sommeil, une meilleure sensation d'être dans un état de bonheur. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que euh, aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans quelque chose de plus gris. Et là, l'augmentation du bonheur général, c'est un sentiment qui apparaît et que les gens formulent de façon claire. Et puis, cette méditation, eh bien, elle permet d'améliorer la clarté mentale, la créativité, et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant.
Voilà, donc pour conclure, méditer, c'est vraiment une pratique complexe, polyvalente, qui peut être abordée sous différents angles. Ça peut aller de l'angle, on l'a vu, du bien-être, à la connaissance de soi, mais aussi à la spiritualité, voire à la connexion au divin, quelque chose de plus grand que soi. Et si elle offre un véritable refuge face à l'agitation quotidienne, elle constitue également une voie exigeante. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, c'est une véritable discipline qui, pour être bénéfique, doit vraiment être pratiquée régulièrement. Et on l'a évoqué tout à l'heure, hein, les études scientifiques montrent que même un programme court de méditation, hein, une pratique courte de méditation peut avoir des effets extrêmement positifs, pas forcément mettre en place des choses extrêmement compliquées que l'on va tenir deux, trois fois et puis que l'on ne fera plus. Donc, en fin de compte, méditer, c'est accepter, accepter d'être confronté, de se confronter à soi-même, accepter le mystère de l'existence et accepter d'être dans un état d'attention lucide et bienveillant. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait du bien et peut faire du bien à tout ce qui nous entoure. Et la méditation, elle nous invite quand même aussi, et je reviens sur ce que j'avais dit, évoqué au début, elle nous invite aussi à redéfinir notre rapport au temps et notre rapport à nous-mêmes et au monde. Et c'est aussi quelque chose qui nous fait progresser. Voilà, j'ai terminé, donc je suis à l'écoute de vos questions si vous en avez. Non, moi je veux juste faire un commentaire. Bah, d'abord, merci hein, énormément pour tout ça, c'est super, c'est vachement intéressant. Mais c'est vrai que moi, c'est ce qui me manque, c'est en fait la motivation, en tout cas pour l'instant, hein, la motivation à, comme je peux pas, en tout cas c'est l'impression que j'ai dans ma journée pratiquer et le Qigong, donc le mouvement, et la méditation, ben, pour l'instant je donne largement préférence au Qigong et au mouvement parce que j'y trouve plus de plaisir et de sensation. Ouais, C'est du, comment, du reward direct, du bienfait direct. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Bon, en plus, dans la maison, c'est vraiment pas calme depuis quelques mois et ça va encore durer, donc c'est pas propice. Ou alors, faut que je m'isole dans ma bagnole un jour, dans la journée, et comme je suis pas en voiture, c'est compliqué. ouais, voilà. Mais ça peut être au départ, hein, ça peut être aussi juste commencer par quelques minutes à un certain moment. Ouais. Voilà. Ça peut être aussi simple que ça. Mhm. Dans le bus, C'est des fois, ce, comme je prends le bus, des fois, j'essaye. ouais. Mais c'est pas un environnement super favorable. Mais bon. Non, c'est vrai que pour démarrer, c'est compliqué. Ça, on peut le faire lorsqu'on a une certaine pratique et que l'on va pouvoir justement, j'allais dire, un peu s'isoler intérieurement. Mais pour démarrer, c'est plus compliqué. Ouais. Il faut essayer de trouver des petites occasions. Mais ça peut être au réveil, lorsque vous êtes allongé avant de vous lever, hein. Ça peut être là, ça peut être ça, ça peut être quelques minutes à ce moment-là. Vous pouvez là trouver 5 minutes avant de vous endormir aussi. Ça peut être une façon de le faire. Oui, oui, c'est vrai. Sans faire quelque chose de compliqué, hein. C'est juste, par contre, le faire régulièrement et y penser. Donc, on se pose dans sa respiration, on est allongé, on essaye de vraiment, ou quand on se réveille la nuit, par exemple, si on a une insomnie, vous voyez, on peut trouver des petits moments. Pas besoin de faire des temps longs, mais d'y penser quotidiennement, ça c'est important, parce que c'est un entraînement de l'esprit. D'autres remarques? Vous pouvez rallumer vos micros, bien sûr, hein. Bon, moi, j'ai une question, Françoise, sur tu as parlé des trois types de mental, là, et Oui, d'un niveau où on peut avoir des intuitions. oui, Et moi, ça m'est arrivé d'avoir des intuitions comme ça très fortes pendant une méditation.
Et ce que je sais pas, c'est quoi en faire en fait. Est-ce que ces intentions, ces intuitions sont forcément bonnes et il faut les suivre ou pas? Tu vois, c'est des questions que je me suis posées. Bon. Après, ça dépend comment ça te parle. Voilà. Hmm. Si c'est une intuition, mais qui te paraît complètement farfelue et qui n'a pas de résonance, souvent on dit on n'y attache pas d'attention. Mais si par contre tu sens que là il y a quelque chose qui fait écho en toi, qui vibre, tu sens qu'il y a quelque chose, ben voilà, là peut-être qu'il faut prêter une attention un peu plus aiguë. Ça veut dire qu'il Après, faut un peu analyser cette intuition, alors, quelque part. comment? Comment? On reçoit une intuition et il faut Oui. quand même l'analyser. Ouais, il faut. Alors, il y a différentes façons de réagir. Par exemple, en zazen, mais on est là chez des puristes, hein. En zazen, on dit que on ne fait pas attention à tout ça. Parce que c'est de l'illusion. C'est-à-dire, on ne, on laisse faire, on laisse passer, comme une pensée, une intuition, on passe, etc. Après, ça dépend comment tu la reçois et quand tu la reçois. Et ça dépend ce que ça évoque en toi. Voilà. Ouais. Mais ces intuitions, bon, on en a tous eu, hein, je pense, hein. C'est aussi, ça peut être aussi, et ça dépend, toi, des fois, comment tu vas te connecter. Ça peut être aussi ta façon de te connecter durant une méditation, en, en, en ayant une attente par rapport alors je vais appeler ça ton âme, hein, d'accord? Si tu as une attente par rapport à ton âme, ton moi supérieur, on va l'appeler comme ça, cette supraconscience, si tu as une attente, si tu veux lui demander quelque chose, un message, ça peut être aussi j'écoute ce qu'elle a à me dire pendant la méditation. Voilà, c'est aussi ton intention qui va poser ce que tu attends ou ce que tu ne. Si tu attends rien, si ça arrive comme ça et que ça te parle pas, bon, ben voilà. Si ça te parle, si ça évoque quelque chose, ça peut valoir le coup de s'y intéresser, hein. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si ça devient une évidence, c'est ben voilà quoi. Ah, évidemment, comme dit Françoise, si c'est oh, bah, faut que je change de bagnole et que je m'achète une Maserati, c'est un peu C'est nul. pas ce niveau d'intuition. Ouais, non, non, mais Là, je l'aurais tout de suite évacué. je pense que ça, à partir du moment où, mais c'est pas évident à savoir hein, si c'est une évidence ou pas non plus, mais moi ça m'est arrivé quelques fois et c'est évident donc c'est comme ça et puis bah, effectivement je vais soit faire attention à cet aspect-là parce que ça m'a révélé un truc là, bah tu verras. Ouais, il y a une ou deux fois quand même de façon très pratique, ça m'est arrivé en voiture où alors je méditais pas, mais c'était une période où je faisais pas mal de méditation. Et il y a un moment dans mon trajet entre la maison et le boulot, il y a un virage qui est assez serré en montant et c'est un trajet où on croise les bus de ramassage scolaire, où on peut croiser. Et quand tu croises le bus de ramassage, si tu vas trop vite, tu t'arrêtes dans les phares du bus. Donc, Mm. et je sais qu'une fois, à un moment, pour moi, c'était évident qu'il allait y avoir un bus. Donc j'ai levé le pied et effectivement, il y a un bus qui est passé. Mais voilà, parce que je l'ai vraiment senti. Puis des fois, j'ai eu je passe souvent là. Et donc, je me dis, l'ego après qui se met en route et qui te dit, tiens, hop, il y a peut-être un bus qui arrive. Mais c'est plus la même chose. Mm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça va arriver très rare. Et c'était surtout pendant la période de confinement où j'étais rentré dans ces cycles de ce qu'a proposé Cécile, là. Comment il s'appelle ce gars qui propose des cycles de 21 jours, là, un Indien? Deepak Chopra. Ah, mm. Et je sais que pendant le confinement, j'ai fait deux cycles. Et ben voilà, c'était ce moment-là. Bon, pas un peu après.
Ben, dans ce cadre-là, il y a les intuitions, il y a le rêve éveillé, il y a les voyages hors du corps, il y a des tas de choses qui peuvent se passer, hein, et qui étaient pratiquées par les taoïstes autrefois, ou encore par un certain nombre de personnes qui font des pratiques chamaniques, etc., et qui sont c'est extrêmement intéressant et puissant, et on peut être dans cette dimension-là. Donc là, voilà, on va faire un vrai travail à ce niveau-là. Ouais, tout dépend du contexte, je dirais. Mais c'est vrai que l'ego reprend le dessus très vite, hein. Et oui, c'est ça le problème. Le mental et la Le- rationalité, Ah ouais, ouais, blablabla, blablabla. Oui, surtout oui. quand on est cultivé à la science, quoi, depuis petit. Mm, ouais. Et c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant tous ces travaux qui sont faits et qui sont publiés, là, entre autres sur PubMed, parce que ce sont des recherches scientifiques. Ce sont des scientifiques. Ouais. Donc ce sont de vraies études scientifiques. Et ça, ça permet aussi d'avoir un- un regard, si vous voulez, éclairé. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier et puis vous souhaiter un bon week-end. Et